Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Hyundai Santa Fe 2024 de 6e génération, le premier VUS de la grande famille Hyundai à avoir été introduit en cours d'année 2000 comme modèle 2001. À l'époque, évidemment, le Santa Fe rivalisait avec des produits comme le RAV4, le CR-V, le Ford Escape qui débarquaient à peu près au même moment. Mais évidemment, les VUS se sont multipliés au fil des années, si bien que le positionnement du Santa Fe a changé. Aujourd'hui, ce qui rivalise avec un CR-V, un RAV4, c'est évidemment le Tucson du côté de Hyundai qui avait été de son côté introduit en 2005. Et le Santa Fe, lui, s'est embourgeoisé, a grossi, est devenu un VUS de taille intermédiaire qui aujourd'hui est un peu seul sur son île, à mi-chemin entre les véritables intermédiaires qui sont notamment équivalents aux Palisade de Hyundai et les compacts comme le Hyundai Tucson. Alors pour Hyundai, évidemment, le Santa Fe, c'est un produit d'importance. On en écoulait plus de 12 500 unités au Canada l'an dernier, avec un modèle, évidemment, qui était en fin de carrière, un produit qui avait un peu de misère à se distinguer dans le paysage automobile. C'était un produit un peu générique au niveau du design, qui avait toutefois l'avantage d'être offert en de multiples configurations mécaniques, incluant l'hybride rechargeable, qui n'est plus offert, malheureusement, avec cette nouvelle génération. Ce sont des choix stratégiques de la part de Hyundai qui ont décidé d'abandonner littéralement l'hybride rechargeable pour se concentrer sur des versions hybrides ou à essence traditionnelle ou carrément du côté de l'électrique qu'on offrira chez Hyundai en 7 passagers, probablement avec l'Ioniq 7 qui sera introduit d'ici peu, un produit qui sera équivalent au Kia EV9 qui a été lancé un peu plus tôt l'année dernière. Alors vous le voyez, le nouveau design du Santa Fe fait énormément jaser, un produit qui sur le plan esthétique est polarisant, certains aiment, certains détestent, mais à tout le moins, on peut donner avantage au nouveau Santa Fe d'avoir une personnalité qu'il n'a jamais vraiment eue. Et ça, honnêtement, c'est un coup totalement réussi de la part de Hyundai. Remarquez que sa carrure ne change rien à son coefficient aérodynamique qui est meilleur que le produit qu'on vient remplacer. Alors ça aussi, c'est un bel avantage. Et on arrive cette année avec une gamme quand même assez élaborée de produits, incluant une version édition spéciale Ligue nationale de hockey, une version NHL offerte à 500 unités seulement. C'est le modèle le plus luxueux qu'on peut obtenir cette année en 2024 au Canada et c'est suite à une association entre la Ligue nationale de hockey et Hyundai Canada. Alors, vous obtiendrez essentiellement une version équivalente au modèle Ultimate Calligraphy qui est le plus luxueux, mais peint en blanc avec un habitacle de couleur qui lui est propre, cuir Nappa, avec les emblèmes de votre équipe de hockey favorite. Vous n'aurez qu'à le choisir. Il y a 500 unités qui seront offertes sur le marché canadien de ce modèle-là, après quoi ce sera tout. Et ce véhicule-là est doté de la motorisation hybride qui sinon se retrouve que dans les modèles d'entrée de gamme. Donc la version Preferred et la version Preferred avec ensemble Trends, c'est ce que j'ai ici, avec la couleur vert avocat. Personnellement, ça me plaît beaucoup, mais si vous passez à l'étape supérieure, bien là, ensuite, vous tombez à la version XRT, elle aussi nouvelle pour 2024, donc une version qui se veut un peu plus aventurière, et finalement, les versions Luxury et Ultimate Calligraphy. Ces 3 dernières versions sont équipées d'un moteur traditionnel à essence 2,5 litres turbo. Alors, c'est un choix stratégique un peu curieux de la part de Hyundai que d'avoir offert la motorisation hybride que sur les modèles d'entrée de gamme, mais ça risque de plaire à la clientèle qui veut évidemment aller chercher un véhicule plus économique en essence à prix plus intéressant évidemment parce que même si on opte pour un modèle de base, bien, le rapport équipement-prix demeure quand même assez avantageux du côté de chez Hyundai. Première constatation au volant du nouveau Santa Fe, c'est que ça n'a rien à voir avec les précédentes générations. Aujourd'hui, on a un véhicule qui est nettement plus intéressant à conduire. Et je ne parle pas d'agrément de conduite parce que c'est un véhicule un peu générique au niveau du comportement, pardon. Je vous dirais que la direction est un peu déconnectée, qu'on n'a pas beaucoup de feedback. Et si on cherche un véhicule à vocation un peu plus sportive, il y a mieux dans la catégorie, ça c'est évident. Par contre, on a un modèle d'équilibre ici pour avoir un bon sentiment de sécurité, un excellent sentiment de maniabilité, d'être en contrôle du véhicule en fait,
ce qu'on n'avait pas avec les précédentes générations. Et ça, je trouve que c'est une belle amélioration qu'Hyundai a apportée à cette nouvelle génération du Santa Fe, qui est plus volumineuse, mais qui ne donne pas cette impression au niveau de la conduite, parce qu'il est tout simplement plus facile à conduire que par le passé. Encore une fois, c'est pas le fait que la direction soit plus précise ou communicative, mais c'est l'équilibre du véhicule qui fait en sorte qu'on se sent plus en confiance à son volant. Et c'est aussi un produit plus insonorisé, plus raffiné, plus confortable, bref, qui s'est amélioré à tous les niveaux, et ça va faire en sorte que les gens vont y trouver leur compte parce qu'on a carrément l'impression de changer de catégorie si on compare l'ancienne génération à cette nouvelle génération du Santa Fe. Avant de parler de la motorisation hybride, un mot sur le moteur 2.5 litres que vous allez retrouver dans les versions les plus huppées de la famille Santa Fe. Donc évidemment 2.5 litres turbo compressé qu'on connaît chez d'autres produits de la grande famille Hyundai Kia, notamment la camionnette Santa Cruz. Alors moteur de 277 chevaux, c'est quand même assez puissant, plus de 300 livres-pieds de couple. Alors c'est un moteur qui répond bien, mais qui est malheureusement jumelé à une très mauvaise transmission à double embrayage qu'on s'obstine à vouloir utiliser à outrance chez Hyundai. Je ne comprends pas pourquoi. Une boîte double embrayage, c'est efficace dans une voiture à vocation sportive. Ça n'a pas sa place dans un camion utilitaire, autant dans le Santa Cruz que dans un véhicule comme le Santa Fe. Et je ne comprends pas pourquoi on utilise cette transmission qui offre des passages de vitesse saccadés, avec laquelle on a un long délai de réponse à l'accélération. Évidemment que le potentiomètre de pédale y est pour quelque chose, mais il y a aussi le délai de la transmission qui fait en sorte que les réactions sont à retardement avec l'accélérateur. Ça, c'est très désagréable. Et en plus, cette transmission a ce désavantage d'être peu fiable. On a eu beaucoup de problèmes de fiabilité avec cette transmission-là au fil des ans et on la ramène encore sur ce véhicule-là. Alors pour moi, c'est vraiment l'épine dans le pied de cette motorisation-là qui fait en sorte que je ne la choisirais pas. C'est certain que c'est plus puissant que le moteur hybride. Et si vous optez pour la version XRT, vous aurez cet avantage de pouvoir remorquer jusqu'à 4500 livres. Mais encore là, si je devais choisir un véhicule en fonction de remorquer une charge de 4000 ou 4500 livres, je n'opterais pas pour un Hyundai Santa Fe parce que c'est pas un véhicule conçu en ce sens et parce que la combinaison mécanique n'est vraiment pas idéale pour ce genre d'exercice. Alors, c'est un peu décevant de ce côté-là et je trouve qu'Hyundai devrait corriger le tir, soit en ramenant une transmission à 8 rapports conventionnelle ou en optimisant sa transmission parce que pour le moment, ça fait vraiment pas le travail. En contrepartie, je dois vous dire qu'avec une version XRT qui est à vocation plus utilitaire, le fait d'avoir une puissance accrue par rapport à la motorisation hybride, ça, c'est pas mal plus logique. Évidemment que vous allez avoir 277 chevaux, vous allez avoir beaucoup de couple initial. C'est une mécanique qui est certainement mieux adaptée à la vocation d'un modèle comme le XRT qui se veut plus utilitaire, avec une suspension rehaussée d'1 pouce qui est plus ferme, avec des pneus qui sont plus agressifs, conçus pour la conduite hors route. Évidemment, c'est plus bruyant, ça va engendrer une consommation d'essence légèrement supérieure aux autres versions qui sont dotées du moteur 2.5 turbo. Mais c'est un camion qui a justement une personnalité un peu plus forte parce que, on peut aller jouer hors des sentiers battus avec ce véhicule-là. C'est pas un véhicule tout-terrain extrême, mais ça a des capacités un peu supérieures à ce qu'on propose avec les autres versions. Le système H-Track, il ne change pas, cependant. C'est le même type de rouage intégral qui est passablement performant chez Hyundai. Les gens sous-estiment peut-être ce qu'on a développé comme système chez Hyundai, mais c'est quand même assez efficace. Alors ça, considérez-le. Par rapport à un système réactif, comme vous allez retrouver du côté de chez Chevrolet, le H-Track fonctionne extrêmement bien. Mais la version XRT, évidemment, je reviens là-dessus. C'est un modèle sur lequel on va mettre beaucoup d'emphase, qui risque d'intéresser plusieurs acheteurs pour différentes raisons. Et c'est certain que les déclinaisons XRT, au fil du temps, on va les voir se multiplier du côté de chez Hyundai parce que c'est la mode, parce qu'on veut justement offrir cette espèce de plus-value d'un camion qui est capable d'en faire un peu plus que la moyenne. Et chez les autres constructeurs, chez Honda, par exemple, on offre l'équivalent avec les déclinaisons Trail Sport. Vous allez retrouver ça de plus en plus dans l'industrie. Alors, Hyundai aurait été fou de ne pas offrir un équivalent à tout ça et on le fait avec la déclinaison XRT. Maintenant, je dois vous dire que pour moi, l'élément intéressant du Santa Fe, c'est certainement la motorisation hybride. Évidemment que le moteur 2.5 litres est plus puissant, mais la consommation d'essence est conséquente. Et encore une fois, ça ne s'est pas beaucoup amélioré du côté de chez Hyundai. On est à 10,6 litres au 100 de
consommation moyenne combinée annoncée. Et moi, pour avoir roulé longtemps avec un moteur 2,5 litres turbo, ben, j'ai fini ma course à peu près 11 litres au 100. Donc, c'est loin d'être impressionnant. Alors qu'avec la version hybride ici, on annonce une cote moyenne combinée à 6,9 litres au 100. Alors, c'est 35 moins de consommation qu'avec le moteur 2,5 litres turbo. Pour une puissance de 231 chevaux, alors c'est loin d'être vilain. Il y a un couple initial qui est intéressant parce qu'on a un moteur électrique. Le couple qui est à 271 livres-pieds. Alors, c'est très, très bien comme motorisation. On manque pas de puissance. C'est pas une bombe en accélération, bien sûr, mais on a suffisamment de puissance pour composer avec toutes les situations. Et la consommation réelle est à 7 litres au 100. Parce que c'est exactement ce que j'ai pu comptabiliser comme consommation après plus de 400 km parcourus. Évidemment, en période estivale, ça consommera un peu plus durant l'hiver, mais c'est quand même une motorisation impressionnante à ce niveau-là. On consomme quelques dixièmes de litres au 100 km de plus qu'avec un Toyota Highlander hybride, qui serait peut-être son équivalent le plus près, je vous dirais, en termes de combinaison mécanique. Mais il faut savoir qu'ici, on a une boîte automatique à 6 rapports conventionnels, qui est certainement plus intéressante à l'utilisation que si vous optez pour une transmission CVT dans un Toyota Highlander. Alors, c'est un peu plus inspirant comme mécanique et je vous dirais qu'il est très facile de circuler en mode hybride en milieu urbain pour optimiser le rendement énergétique. C'est une mécanique, honnêtement, qui fait un super bon boulot et je ne m'explique pas pourquoi Hyundai ne l'exploite pas davantage et surtout pourquoi on ne l'offre pas dans la grande majorité des déclinaisons du Santa Fe. Je pense que d'offrir la motorisation hybride pour la quasi-totalité des versions du Santa Fe, ça serait intéressant, quitte à offrir le moteur 2,5 litres turbo en option pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques. Mais cette mécanique-là est pour moi la mécanique de prédilection. C'est dommage qu'on ne l'offre que sur les modèles d'entrée de gamme ou sur cette version LNH dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est offerte en édition limitée, mais qui va disparaître aussitôt qu'elle arrivera. Alors, si vous décidez de choisir une version à motorisation hybride, bien, vous aurez deux choix essentiellement, mis à part la version LNH. C'est le modèle Preferred de base ou le modèle Preferred avec ensemble Trend, ce que je conduis présentement. Et il y a quelques éléments qui sont ajoutés à cette version que je trouve très intéressants, notamment la sellerie de cuir synthétique. Vous allez avoir le chargeur par induction pour téléphone cellulaire sur la console centrale. Les deux toits ouvrants, évidemment, sur le véhicule. Ça, c'est fort intéressant. Jantes de 20 pouces. Quelques accessoires supplémentaires incluant davantage d'ajustements au niveau du siège du conducteur. Tout ça pour 4 000 $ de plus que vous allez ajouter. Et en ce qui me concerne, l'ensemble Trend sur la version Preferred avec la motorisation hybride, c'est la meilleure valeur qu'on puisse obtenir sur l'ensemble des versions du Santa Fe pour 2024. Aménagement intérieur maintenant, position de conduite, c'est fantastique. On a une super visibilité, je le mentionnais un peu plus tôt, mais les sièges sont super confortables. On a une très bonne visibilité. On peut être installé des heures et des heures au volant sans se fatiguer et l'aménagement intérieur a été optimisé. Bon, évidemment, on a ces deux écrans principaux de 12,3 pouces avec celui au centre qui est incliné vers le conducteur pour une meilleure ergonomie. Il y a énormément d'applications, il faut s'y faire, il faut s'y habituer, mais on a Apple CarPlay, Android Auto sans fil de série avec le véhicule. La console centrale qui est bien aménagée. J'aurais aimé avoir des commandes physiques ou davantage de commandes physiques pour le chauffage, climatisation, mais c'est un écran numérique, donc il faudra le nettoyer de temps à autre parce que les doigts vont le tacher très souvent. Alors, c'est le petit inconvénient d'avoir une multitude d'écrans, mais c'est la mode de nos jours, en espérant que ça tienne le coup, parce que bien sûr, on ne voudrait pas que ça fasse défaut non plus. Mais au niveau de l'aménagement intérieur, c'est franchement exceptionnel. Il y a beaucoup d'espace de rangement sous la console, sur le dessus, sous la coudoir centrale. Il y en a pour le passager également. Dans les versions les plus haut de gamme, vous allez retrouver un accessoire qui a été clairement développé durant la période de la COVID-19, c'est-à-dire un stérilisateur pour accessoires, pour téléphone cellulaire que vous pouvez glisser à bord du réceptacle qui est conçu à cet effet. Ça fonctionne avec des rayons UV. Qui va utiliser ça? J'ai aucune idée, mais c'est un truc qu'on va voir probablement pour 1 an ou 2 et qui va disparaître très rapidement parce que c'est un gadget assez inutile. Mais c'est clair que c'est une idée qui est arrivée durant la COVID-19 où on voulait se désinfecter les mains à toutes les 30 secondes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, en 2024. Autre avantage du Santa Fe, c'est clairement l'espace intérieur, l'aménagement, la polyvalence de l'habitacle. Bon, évidemment,
évidemment que l'ouverture du coffre arrière est gigantesque. Ça permet d'optimiser l'utilisation de l'espace cargo. L'espace cargo qui est quand même assez minimaliste. Derrière la troisième rangée, vous allez avoir 413 litres de volume cargo. Mais en rabattant les sièges de la troisième rangée, bien là, on obtient 1148 litres de volume cargo et 2267 litres de volume derrière les sièges avant. Alors, on est pratiquement dans le territoire d'un VUS intermédiaire à la limite du pleine grandeur, là. On n'est pas beaucoup plus petit, en fait, qu'avec un Palisade. Et c'est fou à quel point ce véhicule-ci est polyvalent. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer ce véhicule-ci plutôt qu'un Palisade ou qu'un véhicule un peu plus gros, justement parce qu'on ne perd pas beaucoup au change en termes de polyvalence intérieure. Et évidemment que c'est un format plus compact, peut-être un peu plus convivial pour une majorité d'acheteurs. C'est aussi un véhicule forcément moins cher qu'un Palisade ou que ses équivalents chez la compétition. Sachez également que, mis à part la version Ultimate Calligraphy qui, elle, va offrir des sièges capitaine à la deuxième rangée, bien, toutes les versions du Santa Fe sont livrées avec une banquette 3 places à la deuxième rangée, donc peut accueillir jusqu'à 7 occupants à bord du véhicule. C'est très pratique pour les familles qui ont, par exemple, 3 enfants qui ne veulent pas nécessairement utiliser la troisième rangée sur une base régulière. Et je m'explique mal pourquoi on ne puisse pas obtenir, par exemple, une banquette 3 places, même dans le modèle le plus luxueux, quitte à l'offrir de façon indépendante en option, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir obtenir le nec plus ultra en matière de luxe, mais qui ne voudront pas nécessairement toujours utiliser la banquette de troisième rangée. Et forcément qu'avec une version Ultimate Calligraphy qui propose 4 places assises pour les 2 premières rangées, bien, ça peut représenter un petit inconvénient pour certains acheteurs. Et puis, je me dois de vous parler de la présentation intérieure. Ça aussi, ça s'est beaucoup amélioré avec le temps. Si dans le passé, la présentation intérieure dans le Santa Fe était correcte sans plus, bien là, je vous dirais que la qualité des matériaux s'est améliorée. Évidemment que si vous optez pour une version Ultimate Calligraphy ou même une version Luxury, vous allez avoir une présentation plus riche avec des matériaux de plus belle qualité, l'éclairage d'ambiance réglable, ce que vous n'aurez pas sur les modèles d'entrée de gamme, mais quand même, la qualité d'assemblage, la beauté des matériaux, l'effet très moderne de la présentation, bien, ça rehausse l'intérêt des acheteurs pour un produit comme celui-là. Évidemment que c'est très aguichant lorsqu'on prend place à bord de pouvoir profiter d'une planche de bord ultra moderne, d'une console nouveau genre comme on a ici. C'est bien pensé, c'est une super belle formule et ça aussi, bien, ça fait en sorte que le produit est tout simplement plus désirable. Bon, évidemment, on sait que Kia arrivera en 2025 avec un Sorento avec cette même motorisation hybride en 2 déclinaisons, mais peu de détails encore sur les prix et l'équipement qui se retrouvera dans ces versions hybrides du Sorento, parce que pour l'heure, le Sorento ne propose qu'un moteur 2,5 litres atmosphérique, sinon bien, la version hybride rechargeable qui vient tout juste d'arriver. Mais si on regarde une motorisation hybride traditionnelle pour un véhicule de ce format-là en 7 passagers, il y a essentiellement que le Toyota Highlander qui peut se comparer à ce produit-ci. Et bien sûr, en matière de rapport équipement-prix, Toyota n'est absolument pas là parce que vous allez payer 5 000 $ de plus chez Toyota pour un Highlander hybride LE de base qui n'a certainement pas l'équivalent de l'équipement qu'on retrouve ici dans cette version Preferred avec ensemble Trend. Et essentiellement, vous allez avoir le même espace intérieur à peu de choses près. Alors, ce sont 2 produits qui se comparent, bien qu'on ne les met pas nécessairement dans la même catégorie, mais chez Toyota, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Et vous n'avez pas cet avantage d'une garantie complète de 5 ans ou 100 000 km. On sait que Toyota, c'est toujours du 3 ans, 60 000 km. Alors, pour quelqu'un qui voudrait louer sur un terme de 4 ou 5 ans, bien, chez Hyundai, on est couvert tout au long de la location. Un véritable avantage par rapport à toute la concurrence japonaise qui a des garanties plus traditionnelles. Alors, combien ça coûte un Hyundai Santa Fe 2024? Échelle de prix, c'est 43 715 à 58 715 $, évidemment pour la version la plus luxueuse qui est le modèle NHL. Donc, pour accéder à une version à moteur à essence, le prix d'entrée, donc un moteur à essence traditionnel 2,5 litres turbo, c'est la version XRT qui fait office de modèle d'entrée de gamme pour les modèles à essence 2,5 litres, 49 715 $. Ensuite, 52 715 pour la version Luxury et finalement 56 215 pour la version
Ultimate Calligraphy. Et ce même équipement se retrouve encore une fois dans la version NHL, mais avec un habillage qui lui est propre. Dans le cas qui nous concerne, prix d'entrée à 43 715 et vous ajoutez 4 000 pour l'ensemble Trend. Je le mentionnais un peu plus tôt, ça comprend plusieurs éléments fort intéressants. Les jantes de 20 pouces que vous voyez ici, le double toit ouvrant sur le véhicule, sellerie de cuir synthétique, siège réglable électrique pour le conducteur, charge par induction pour le téléphone cellulaire, quelques accessoires supplémentaires comme ça qui font en sorte que le véhicule est certainement plus désirable. C'est 4 000 de plus toutefois pour accéder à tout ça. Et ça en fait, encore une fois, pour moi, la meilleure valeur dans la grande famille du Santa Fe en 2024. Et c'est le véhicule qu'on essaie cette semaine avec une petite option de couleur à 250 pour ce vert avocat que je trouve particulièrement bien adapté au design de ce véhicule-là. Alors, le prix du véhicule qu'on a ici, c'est 47 965 Et évidemment, par rapport à Toyota, c'est très alléchant, mais on vous attend dans le détour avec des taux de financement de location qui sont quand même assez élevés du côté de chez Hyundai. 6,49 en financement 72 mois, ce qui fait que vous allez payer 927 taxes incluses sur 6 ans pour obtenir le véhicule qui est ici. Et en location, 48 mois, 20 000 km par année, le taux est à 8,49 Alors, ce sont des taux encore plus élevés que ce qu'on a du côté de chez Toyota. Ça fait mal et ça fait en sorte que les mensualités sont à 725 taxes incluses sur 4 ans, à location de 20 000 km par année, encore une fois. Alors, ce sont les taux de financement de location qui font mal chez Hyundai parce que sinon, les prix sont quand même assez compétitifs. C'est un véhicule de grande qualité et qui ne déçoit que par le fait qu'on ne puisse obtenir, encore une fois, la motorisation hybride sur des modèles plus luxueux, exception faite du modèle NHL, et par le fait que le moteur 2,5 litres turbo soit jumelé à une boîte séquentielle à double embrayage qui n'a pas sa place dans un produit comme celui-là, parce que sinon, c'est recommandable sur toute la ligne. C'est vraiment un produit qui m'a impressionné. Et je vous avoue qu'initialement, je n'étais pas chaud à l'idée de ce design qui était très champ gauche en ce qui me concerne, mais plus je le regarde, plus ça me plaît.